sur les progrès de la prise en charge de l'AVC hémorragique. Honnêtement, je ne sais pas bien si on a fait beaucoup de progrès. On va voir. Alors, il y a énormément de recherches. Il y a certains éléments qui se clarifient, d'autres qui restent encore en cours d'étude. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour les moins de 60 ans, on voit l'incidence des AVC hémorragiques s'effondrer, et c'est encore confirmé par une nouvelle étude qui montre que vraiment cette incidence des AVC hémorragiques chez les moins de 60 ans diminue. En revanche, on la voit clairement monter pour les patients de plus de 75 ans. Alors, est-ce qu'on a fait de réels progrès quand on voit que la mortalité est de 40%? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est toujours très interpellant, c'est de voir que 50% des morts après un AVC hémorragique surviennent dans les 48 premières heures. On peut se poser quand même la question de la prophétie autoréalisatrice. Je crois qu'un des vrais progrès qu'on pourrait faire, c'est de mieux cibler les patients, parce que malheureusement, je pense que beaucoup de patients, 50% de mortalité, sont, on va dire, arrêtés précocement. Alors, 50% de ces patients, après un AVC hémorragique, ont une autonomie. Après, tout dépend le niveau d'autonomie. Quand on regarde les 3 dernières grandes études internationales, on a l'impression que oui, il y a eu quand même des progrès, parce que par rapport à cette mortalité globale que je vous annonçais, qui est de 40 à 50% en fonction des études, dans ces études-là, la mortalité a été réduite à 22 à 26%. En revanche, 43% des patients sortent de là avec un handicap sévère. Et ça, c'est un des vrais enjeux. C'est un des vrais problèmes de l'AVC hémorragique. Et quand on regarde, bon pronostic, ça varie entre 25 et 35% des patients qui sortent avec un bon pronostic neurologique. Et c'est concordant, vous voyez, dans ces 3 études. Donc, il y a eu un gain de mortalité dans le temps. Il y a un gain sur le handicap qui reste à faire. Alors, la vraie nouveauté, c'est ça. C'est les recommandations américaines qui viennent de sortir, puisqu'elles sont sorties même pas le mois dernier. Et donc, ces recommandations commencent par la recommandation qu'on fait maintenant à peu près tous quand on s'intéresse à du cérébro-lésé, c'est-à-dire que les patients doivent être dirigés dans des centres spécialisés. Et malheureusement, on a encore trop de patients qui stagnent pendant plusieurs jours avant d'être adressés à ces centres spécialisés. Et quand on regarde les différentes études, le fait d'être en neuroréanimation va limiter le risque de mortalité et améliorer, et c'est dans les recommandations de 2022, le devenir fonctionnel de ces patients. Alors bien entendu que le diagnostic, il peut être évoqué, en particulier si vous faites de la neurofast, de l'échographie, dès le début de la prise en charge, où vous apercevez qu'il y a une asymétrie de vélocité diastolique sur le Doppler transcranien, puisque quand vous avez une asymétrie avec un index de pulsatilité élevé, vous détectez un volume d'au moins 25 millilitres, mais c'est reste le scanner ou l'IRM qui doivent être faits. Alors ils ont été, on va dire, prudents, ils ont dit une imagerie rapide. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une imagerie rapide, mais plus elle est rapide, c'est-à-dire dans l'heure qui suit, meilleure sera la prise en charge. Je vous ai résumé ici ce que vous pouvez voir sur le scanner. Dans 80% des cas, un AVC hémorragique, c'est supratentoriel. Et donc, vous allez avoir des AVC qui sont des capsulothalamiques ou des thalamiques qui sont malheureusement de très mauvais pronostics fonctionnels. Vous allez également avoir des AVC ici, au niveau de la fosse postérieure, en particulier du tronc, qui ont une mortalité effroyable, contrairement à un AVC lobaire qui n'entraîne que 16% de mortalité. En revanche, il faut vraiment axer sur ces AVC hémorragiques de la fosse postérieure qui ne touchent pas au tronc, qui sont d'excellents pronostics, mais qu'il faut prendre en charge immédiatement et dans des centres spécialisés.
Alors, les AVC lobaires, le problème, c'est la suite. L'AVC lobaire, en fait, quand on regarde cette grande étude, c'est 25% de démence à 1 an par rapport à 9% s'il est non lobaire, et c'est 40% de démence à 5 ans par rapport au non lobaire. Donc il faut bien avoir cette notion en tête. Alors l'imagerie, elle s'est affinée, puisque de plus en plus on a recours à l'IRM, et l'IRM va faire aussi un lien de causalité avec ce qu'il y a de sous-jacent par rapport à la pathologie, et en particulier quand vous avez ici des saignements avec des nombreux saignements au niveau lobaire sur un T2 étoile, ça signe une angiopathie amyloïde avec un risque de transformation hémorragique qui est majeur. C'est des patients qui vont récidiver. Vous voyez, quand on a de très nombreux saignements et micro-saignements au niveau lobaire, le risque de récidive est majeur, avec donc une probabilité, vous voyez ici, qui est presque de 25% à 2 ans de récidive d'AVC hémorragique. Alors, le scanner, on l'a compris, il faut le faire très vite. Il faut également refaire un scanner 24 heures après pour voir l'extension. Le véritable problème et l'enjeu thérapeutique de l'AVC hémorragique, c'est son extension. C'est-à-dire que ici, je fais un scanner à H2 et je fais un scanner à H7. On n'est plus du tout dans la même configuration. On estime que c'est 5% de mortalité en plus par 10% de volume d'hématome et de croissance. Et que, grosso modo, quand vous allez développer un hématome de plus de 30 ml, la mortalité est très élevée. Et c'est le véritable problème de ces AVC. Donc encore une fois, 5 à 10% d'augmentation de mortalité par 10% d'augmentation du volume. On a les AVC thalamiques qui nous embêtent avec leur risque d'extension ventriculaire. Vous voyez, c'est 24 heures après. On n'est plus du tout sur le même type d'AVC et c'est cette fenêtre thérapeutique-là qu'il faut atteindre et pour l'instant qu'on a du mal à atteindre. La nouveauté, c'est qu'on ne parle plus de scanner seul, on parle toujours d'angioscanner. Devant, quelle que soit la créate, on n'en a rien à faire. Devant un AVC hémorragique, il faut réaliser un angioscanner. Le but étant de visualiser une cause, on va y revenir, mais également de détecter, comme ici, vous voyez l'hématome, un saignement actif qu'on va appeler un spot sign. Et donc, ce patient, devant la découverte de ce saignement actif, est à très haut risque de majoration et d'extension ventriculaire. Et donc là, vous voyez typiquement les perforantes qui naissent de la sylvienne, avec au bout, sur cet AVC hypertensif, le saignement au sein du thrombus, de l'hématome, pardon. Donc plusieurs études se sont intéressées à est-ce que le fait d'avoir un spot sign est prédictif ou non. Et le fait d'avoir un spot sign fait qu'on a 15% ici de mortalité en plus liée à l'extension du volume de l'hémorragie. Autre étude où là, vous voyez, on va scorer les patients en fonction de la présence ou non d'une anticoagulation orale, du délai par rapport au scanner, mais surtout de la présence ou pas de spot sign. Et c'est ce paramètre qui est très important dans la prédiction de l'extension hémorragique. Alors, une grande étude qui s'appelle l'étude de diagramme, qui avait recherché chez presque 300 patients les causes, et on s'aperçoit que dans 20% des cas, c'est énorme, 20% des cas ont retrouvé une cause macrovasculaire, c'est-à-dire un anévrisme, une malformation artério-veineuse, une fistule durale à ces AVC hémorragiques. Donc l'exploration par un scanner injecté plus ou moins complété par une artériographie doit être véritablement systématique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, essayer d'arrêter le saignement. Arrêter le saignement, on a deux façons. La première, c'est le contrôle tensionnel. Et donc, on a les études Interact 1 et Interact 2 qui tendent, lorsqu'on les méta-analyse, à montrer qu'il y aurait un bénéfice en termes de limitation du volume. Et donc, les recommandations nous disent qu'il est intéressant de contrôler rapidement, mais de façon très progressive, l'hypertension artérielle de ces patients, qu'il faut essayer d'initier le traitement dans les 2 heures qui suivent
l'AVC hémorragique, puisqu'on a vu que en fait, l'extension, elle débute dans les 3 heures, et donc il faut essayer d'avoir dans l'heure l'objectif qui est le suivant. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui a entre 150 et 220 mm de mercure en systolique, il faut le rapprocher de 140. En tout cas, le range est entre 130 et 150 avec les études Interact. Et si vous avez un patient qui est avec une hypertension supérieure à 150, il ne faut pas descendre au-dessous de 130, parce que là, quand on arrive à ces recommandations en rouge, c'est qu'on peut avoir malheureusement effet secondaire, avec ici beaucoup plus d'événements cardiovasculaires et d'insuffisance rénale dans les études quand on baissait la pression systolique au-dessous de 130. Donc le principal argument actuellement, c'est de prendre en charge l'hypertension, de la traiter de façon modérée, 140, 150, d'essayer de la traiter assez rapidement dans l'heure, mais pas de descendre au-dessous, parce que là, on peut être délétère. L'autre problème, c'est de contrôler l'hémostase. Alors Anne va en parler de façon globale au niveau des antiplaquettaires et du neurolésé. En tout cas, pour tout ce qui est anticoagulants oraux de type AVK, quelle que soit l'indication, on ne réfléchit pas, il faut les antagoniser, et les antagoniser avec des PFC plus de la vitamine K, quelle que soit l'indication de ces AVK. Si vous avez du dabigatran ou un autre facteur 10, il faut également les antagoniser avec les antagonisants usuels qu'on a maintenant. Et pour l'héparine et également les HPPM, les experts, même si la protamine est partielle, proposent quand même la protamine. Alors il y a d'autres recommandations qui sont un peu plus factuelles sur les posologies, mais elles n'ont pas été reprises. Une des grandes questions, c'est les antiagrégants et l'utilisation de plaquettes. Une des grandes déceptions, ça a été l'étude PATCH. L'étude PATCH qui montre qu'avec ou sans transfusion plaquettaire, il n'y avait pas de différence en termes d'outcome, voire il y avait une aggravation non comprise par l'étude du devenir neurologique des patients qui avaient reçu des plaquettes. Et donc les recommandations sont les suivantes. Si vous avez un patient qui a un AVC hémorragique spontané et qui est sous aspirine, il n'y a pas d'intérêt à la transfusion plaquettaire, c'est potentiellement dangereux. En revanche, si vous avez un patient qui est sous aspirine et qui doit aller au bloc opératoire, on reste avec un niveau faible de preuve sur une transfusion plaquettaire avant le bloc opératoire. Alors on a essayé d'être encore plus agressif en mettant du facteur 7. Et là, cette étude, elle a été également négative, avec le 7 activé qui s'appelait... Et pourtant, c'était un beau concept. On prenait tous les patients qui avaient un spot sign, et ces patients qui étaient à très haut risque de transformation et d'extension hémorragique, ils recevaient du facteur 7. Étude négative. Alors le facteur 7, c'est un peu dangereux en termes d'effet thrombotique. Donc on a utilisé un médicament qui est un peu moins dangereux, qui est l'acide tramexamique. Et là encore, dans cette étude, qui s'appelait TEACH2, étude négative. Aucun intérêt, quelles que soient les analyses en sous-groupe réalisées, aucun bénéfice de l'acide tramexamique. Alors maintenant, on rentre dans du bundle. Et donc ces grandes études Interact, elles ne vont pas faire que traiter la pression artérielle, elles vont également antagoniser les anticoagulants et contrôler d'autres paramètres comme la température et la glycémie. Donc ça, c'est la suite. Elle est en cours, cette étude. Elle n'est pas encore sortie. Évacuer l'hémorragie. Alors, évacuer l'hémorragie, le concept est bon, hein. Et donc, on nous dit que les patients, idéalement, pour traiter la mortalité, et non pas le devenir fonctionnel, parce que ça, on n'en est pas sûr, ils pourraient bénéficier d'une chirurgie d'évacuation. Et le problème dans les études, c'est qu'on voit une amélioration de la survie, mais malheureusement au prix d'une augmentation très significative des patients qui sont en MRS supérieur à 3, c'est-à-dire polyhandicapés. Et donc on n'a pas encore la bonne définition du patient. Alors il y avait des études
qui ont été étudiés, chirurgie, pas chirurgie, en particulier si l'hémorragie est lobaire, amélioration de survie, mais pas d'amélioration fonctionnelle. Sauf les patients qui ont une hémorragie cérébelleuse, qu'ils aient ou pas de dérivation, ces patients, s'ils ont un AVC supérieur à 15 millilitres, les experts, et on va se servir de cette recommandation pour discuter avec nos neurochirurgiens, stipulent qu'il faut les opérer le plus rapidement possible. C'est un argument assez fort qui a été pris dans ces recommandations. Pour le reste, pour l'hémorragie supratentorielle, ben voilà, ça peut réduire la mortalité, mais on ne peut pas vous garantir que ça va améliorer l'outcome fonctionnel. Reste la DVE, mais je crois que ça va être abordé un peu plus. La DVE, en tout cas, dans ces AVC hémorragiques, est une partie de la prise en charge, puisque ces patients font souvent des hydrocéphalies obstructives. Et donc, vous voyez, pour réduire la mortalité, c'est un haut niveau de preuve. Pour améliorer l'outcome, pas forcément. Et de plus en plus, en fait, avec un niveau de preuve qui s'élève, on va associer un traitement fibrinolytique directement dans la DVE. Voire, on peut aller plus loin, avec des cathéters implantés dans l'AVC pour faire du fibrinolytique directement dans l'AVC hémorragique pour retirer de façon micro-invasive l'hématome. Pour l'instant, les études ne sont pas super concluantes. En tout cas, il n'y a pas d'effet secondaire notable, mais le bénéfice en termes d'outcome fonctionnel n'est pas forcément retrouvé. Et c'est pour ça qu'il est dit que pour l'instant, en termes d'outcome fonctionnel, toutes ces stratégies micro-invasives ou mini-invasives ne permettent pas de définir l'évolution. Contrôler la pression de perfusion cérébrale, très clairement, l'hypothermie chez ces patients n'a pas montré d'effet significatif. Il faut bien entendu éviter les hyperthermies. La décompression, la chirurgie à type de craniectomie décompressive améliore la mortalité, mais pas le devenir neurologique. Et donc pour l'instant, on est assez limité. Mais tout ce qui va être osmothérapie, ça marche moyennement. Osmothérapie prophylactique, clairement pas. Corticothérapie, certainement pas. Ça, c'est non recommandé et ça ne doit pas être fait. Alors, il ne faut pas oublier que ces AVC hémorragiques sont les principaux candidats à la survenue d'une embolie pulmonaire. Parce que souvent, en fait, on les regarde et on oublie de mettre, ou on a peur de mettre les HBPM. Et donc là, très clairement, maintenant, pour nous, c'est un standard de soins. Hein. Les bas de compression pneumatique intermittent, ça, ils doivent dès le premier jour en bénéficier. Et ils doivent bénéficier d'HBPM, généralement dans les 24 à 48 heures. Avant, on disait 5 jours. Maintenant, ils raccourcissent le délai à 24 à 48 heures en disant qu'il n'y a aucun effet secondaire significatif, de même qu'en termes d'extension du volume chez ces patients. En revanche, sur les anticonvulsivants, très clairement, c'est une population qui convulse. On estime à 15 à 20% des patients qui convulsent. Et donc, il faut diagnostiquer ces convulsions et traiter ces convulsions pour diminuer la mortalité. Même si la relation n'est pas évidente, il n'y a aucun intérêt à mettre des anticoagulants de façon prophylactique. Le devenir neurologique, il faut l'évaluer. Alors, il recommande des scores, comme ici, le score d'ICH, où je lui ai mis le score. Il demande de le calculer, mais c'est un peu, on va dire, évasif, puisqu'ils disent de surtout pas l'utiliser pour la pronostication, parce que ça n'a pas de bénéfice individuel. Et donc, la pronostication, elle est difficile chez ces patients. Alors, le score ICH, en fait, il y en a une multitude. Le score originel est celui qui marche le mieux, avec la meilleure R sous la courbe. Mais encore une fois, ce n'est pas à utiliser, parce que quand vous regardez ces courbes ROC, c'est absolument pas spécifique. Et vous avez une sensibilité pour une spécificité à 100% qui n'est même pas de 25%. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un quart de la population que vous pouvez correctement pronostiquer. Certains biomarqueurs sont en cours d'étude, comme la copeptine. En termes de nouveauté, c'était la nouveauté.
même si pour l'instant ça reste encore un outil de recherche et pas encore utilisable, parce que vous voyez dans les méta-analyses, on retrouve une hétérogénéité très importante, ce qui fait qu'on n'est pas encore sûr de la découverte. De plus en plus, on voit des outils d'analyse des courbes, en particulier issus du SCOP, qui permettent d'avoir de bien meilleures courbes ROC que nos courbes usuelles, mais avant une applicabilité clinique, on en est encore loin. En tout cas, pour la pronostication, il faut prendre en charge également l'âge des patients, le nombre de localisations lobaires et surtout de microblèdes à l'IRM, et de regarder s'il y a des critères d'hypertension non contrôlés. Dans tous les cas, il y a beaucoup trop de limitations thérapeutiques ultra précoces chez ces patients. Peut-être que la nouveauté, c'est d'arriver à essayer de mieux sélectionner ces patients et probablement de donner la chance à certains et peut-être aussi de fermer la porte à des patients qui sont trop âgés pour venir dans nos réanimations. Je vous remercie.